l'ouverture des plus hauts sur l'eurodoll. Voilà ce que j'appelle en fait la magie de l'analyse croisée. Certes, c'est pas évident, parce qu'il faut regarder plusieurs actifs en même temps. Mais il suffit d'en regarder. Même deux, c'est suffisant. Trouvez celui que vous allez estimer être le précurseur. Et vous verrez que peut-être que ça vous donnera des points de retournement. J'ai pris cet exemple de lundi parce que c'était une très belle session. Vous avez des signaux qui étaient donnés dès 9h, 9h45. Le signal aussi était donné dès 9h45 sur le MIB. Je l'ai retrouvé aux environs de 11h, 11h15 sur GBP USD. Sur le SP500, je l'ai retrouvé tout de suite après le MIB. Et le pétrole, il m'a donné une indication. C'est le plus baissier des baissiers. Mais il n'est pas allé tester son support, il s'est arrêté à un support intermédiaire. Ah là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. J'étais pas convaincue, j'étais pas sûre qu'on casse les plus hauts. Ça, j'étais vraiment pas sûre qu'on casse les plus hauts, notamment sur l'eurodoll ou sur la livre, parce que le vendeur, il avait déjà 80 points d'engrangé. Donc là, on se dit, ça reste un lundi. Ok, les acheteurs peuvent se manifester, ils peuvent casser la première résistance, les 58-30, mais peut-être qu'ils n'auront pas le culot d'aller jusqu'au plus haut. Ah ben si, ils l'ont eu, et ils les ont cassés. Ils les ont même cassés. Mais cette indication, en couplant les différents actifs, moi je l'ai retrouvé dès 9h45. Donc c'était très rapidement, parce qu'il fallait faire très vite. Je ne peux pas revenir sur la session d'hier, mais c'était très rapidement. Le but de ça, c'était de vous présenter l'analyse croisée. Trouver les actifs qui vont vous convenir. Mais j'ai toujours dit, et je vous ai toujours conseillé de regarder la livre sterling. Elle a un petit côté précurseur, elle est très sensible. Les mouvements à la hausse, et ce type de technique, je sais qu'il y en a ici qui sont sur le forum et qui l'utilisent, notamment pour scalper. Parce que ce sont des techniques qui vont être utilisées par des traders de très très court terme, ou ceux qui veulent capter un petit retournement, ne serait-ce qu'en horaire. Mais lorsqu'on trade à très court terme, et qu'on a un actif à gauche et un actif, l'actif qu'on trade, et puis on a un autre qui est son indicateur, parce qu'il est un peu plus rapide, je peux vous assurer que vous faites des magies. Vous faites de la magie. Pardon? Un décalage dans le temps. Le précurseur. Il faut déterminer le temps où il va réagir. Alors quand je dis, moi j'en ai qui utilisent, je ne fais pas de scalping, mais je sais qu'il y en a qui sont notamment, qui ont détecté le MIB, je l'ai découvert justement par un scalper. Et à la limite, il y a un décalage dans le temps, mais ça vous permet de prendre position sur un actif qui est un peu plus en retard, et notamment sur l'eurodoll. Moi je suis un trader de l'eurodoll, c'est dommage, je n'aime pas cette devise, mais je regarderai toujours ma livre d'abord avant de prendre une position sur l'eurodoll. Si les précurseurs, l'idéal, en fait, le plus important c'est quoi? C'est le sens. On a juste envie de savoir le sens. On est d'accord? Ben voilà. Si vous avez un précurseur qui vous donne le sens, parce qu'on ne sait jamais est-ce qu'on va monter ou on va descendre. Bon, l'analyse du matin, c'est oui, si ça ne monte pas, ça descend. L'analyse croisée, vous le faites ici sur différentes machines. Est-ce que vous pouvez le faire aussi sur des ouvertures de marché, l'Australie, les États-Unis, la vidéo, avec un décalage de marché qui sont pour voir comment ils évoluent pour anticiper? Je pense que ça peut se faire. Je pense que ça peut très bien se faire. J'en suis arrivée à coupler ces actifs au fur et à mesure. Je vais rajouter peut-être, ou je rajoute une notion de timing. Là, j'ai plutôt envie de rajouter un autre actif, découvrir un autre actif. L'IBEX. Pardon? L'IBEX. L'IBEX, je suis sûre que si c'est un actif. Par contre, fait très intéressant quand on fait de l'analyse croisée, il faut pouvoir retirer certains aspects inhérents à un actif. Par exemple, le MIB, je vous dis qu'il est précurseur. Par contre, le jour où il y a mon tic, il y a un vote de confiance, je ne vais pas m'amuser à prendre des signaux sur le MIB, parce que je sais qu'il a peut-être un facteur de sous-performance qui va fausser mes signaux. Et donc là, je vais m'en tenir juste à un seul, c'est ma livre. Et je suis en train d'étudier, par exemple, le Brent, parce que je me rends compte que le WTI, il sous-performe, il est ultra baissier, par contre, le Brent, moins. Peut-être qu'il y a des... Je suis sûre qu'il y a possibilité de trouver des liens entre le Brent, la livre, le FTSE, ceux qui traitent le FTSE par exemple. L'analyse croisée, ça marche avec tous les actifs. C'est un seul raisonnement. Tous les mouvements se font en fonction du dollar. Si j'arrive à anticiper les mouvements du dollar, le comportement du dollar, je suis bonne part. Je suis bien partout. Et c'est le principal objectif de faire de l'analyse croisée. Je pense qu'on va passer... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais appeler tous les intervenants avec moi sur le podium. Nicolas,
Karen, tu as des questions? Je suis là. Oui? J'aurais une question à poser à Nicolas. Est-ce que vous pourriez revenir sur Philippe, vous pourriez revenir sur l'or weekly, s'il vous plaît? Alors ma question, est-ce que l'accélération haussière qu'on a eue pendant quelques semaines, voilà, a-t-elle été, je dirais, par sa nature un petit peu contrarienne à la longue période précédente? Donc cette accélération haussière a-t-elle été forcément été suivie d'une correction pour revenir ensuite dans une allure graphique ressemblant plus à son passé? Ou y a-t-il eu autre chose? Autre chose que justifiée par cette accélération haussière qui était quelque chose d'un petit peu anormal, quoi. Surtout pendant le temps où elle a duré. A posteriori, en fait, un excès est corrigé par un excès en bourse. Un excès haussier sera 99% du temps corrigé par un excès baissier. Donc la violence de la baisse n'a été que proportionnelle à la violence de la hausse. Pour moi, entre 1650 et 1900, c'est tous les particuliers moyen long terme qui ont manqué le train, qui en ont entendu parler à la télé, qui se sont fait piéger. Les 300 derrière, c'est pour tous les sortir, et la remontée suivante pour qu'ils re-rentrent à nouveau et continuer la machine à laver comme ça, voilà, pendant 200. La baisse, elle, a été en partie expliquée par les modifications sur marge, des marges requises sur Chicago, donc sur l'argent et l'or. Sans compter que je pense que dans la période de la forte hausse, il y avait toujours encore plus de spéculation sur le quantitative easing. Ouais. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça dope les cours des matières premières. Parce que sur l'argent, on a eu exactement le même phénomène en même temps. Exactement. Il y avait eu le même phénomène sur le pétrole. C'était à l'époque où encore on spéculait encore plus que maintenant sur le quantitative easing. Merci. Nicolas. Il y a un autre Nicolas chez Fixem. Tu peux faire passer le micro, s'il te plaît? Il y a une personne. Bonsoir. Bon, d'une part, merci pour cette excellente journée très intéressante et la qualité des intervenants. Est-ce que finalement, en fait, on a eu deux grands moments de rebond ces derniers mois, et à chaque fois, ou ces dernières années, et à chaque fois, ça a été déclenché par un fort quantitative easing, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit avec les opérations de refinancement des banques de la BCE en décembre et en février. Donc finalement, est-ce que tout ce qu'on voit autour de l'analyse technique, par rapport aux décisions des banques centrales, ce n'est pas rien du tout, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement suivre... Vous voulez dire que l'analyse technique perd toute véracité à cause justement de ces opérations ponctuelles des banques centrales qui viennent casser en quelque sorte... qui cassent le jeu et le marché ne fonctionne... Enfin, comme disait Nadia tout à l'heure, je crois, on n'est pas dans la tête de Greenspan ou de Nouveau, là. Et... concrètement, je vais vous répondre comme Jean-Louis Dussac, on s'en fout. Voilà. En fait, les plans de quantitative easing, les news, le fondamental, les dégradations et autres, je trouve qu'on passe trop de temps là-dessus, et c'est vrai que dans les conférences trimestrielles, c'est sympa de pouvoir revenir sur ces aspects et ces questions de tous les jours. Mais concrètement, du lundi au vendredi, avec Nadia, on fait quoi? On est en intraday, on prend de l'argent, point. Voilà. Après, de savoir s'il va y avoir QE3 ou pas, si ça modifie nos graphiques ou non, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des techniques d'intervention, de trading, avec un money management qui va avec un style de trading qui est le nôtre et qui n'est pas bon pour tout le monde, mais que l'analyse technique a toujours très bien marché et qu'elle continue d'être un très 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 bon outil. Aujourd'hui, en fait, il y a des périodes où je ne comprends rien au marché, je retire toutes les paires, tous les actifs, je prends l'euro seul, support, résistance, là ça va mieux tout de suite. Et ça a marché de tout temps et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Voilà. Malgré ces
ces modifications, effectivement, l'analyse technique pourrait vous dire que les indices sont au perché et que potentiellement on les shortera sur signal. Mais elle ne vous dira jamais de les shorter tant que les signaux n'auront pas été donnés. Vous voyez? Donc même si le quantitative easing va faire qu'on est monté 15% plus haut que ce qu'on aurait fait normalement, l'analyse technique ne vous a pas dit de shorter il y a 15%. Elle est encore longue, encore à l'achat, avec des warnings par rapport au BISO et autres figures qu'on a vues, dans l'attente de la validation d'un signal baissier. Donc non, pour l'instant ça marche plutôt bien. Sur le moyen terme, ça va un peu triturer nos graphiques et on va devoir faire des exercices de style. Il y a certaines paires où on va exclure par exemple des excès haussiers ou baissiers créés par des annonces pour que l'analyse respecte mieux ce qui serait passé sans cet excès. Voilà. Mais c'est des petites variations et dans le trading au quotidien, ça n'embête pas énormément, je pense. Je comptais vous dire merci déjà pour avoir été présent. Il fait beau et on est enfermé et c'est long. Et vous prenez beaucoup de théorie. Toutes les parties qu'on a fait aujourd'hui ont été enregistrées, seront mises en vidéo, en boîte et seront disponibles sur le site et le forum d'EDFX. Toutes les parties des intervenants que vous avez vus là, ou une grande partie en tous les cas, ce sera récupéré, on en fera un PDF. Et puis je vous ferai aussi une collection de liens vers sites, forums, webinaires, liens pour, je sais pas moi, les statistiques, les lives de la BCE, etc. Donc en gros, je vais prendre tout ce que j'ai des 3 dernières conférences, faire un gros mix et tout vous envoyer à partir du moment où évidemment vous vous êtes inscrit et vous êtes sur la liste, le listing des emails. Si vous avez encore quelques questions, évidemment, on se fera un plaisir d'y répondre, mais bon, sachez que vous appelez FXM, on est là, tous les matins, morning, je suis là, les lives, Nadia est là, on a des emails, on est sur le forum, et parfois des personnes qui m'amusent parce qu'elles postent un message dans une file que personne lit, puis elles vont le poster en double sur l'euro-dollar en espérant qu'on le voit, mais on voit tout, hein. Donc ne vous inquiétez pas, on reçoit en temps réel dès qu'un message tombe, quelle que soit la section, donc on voit toutes les discussions. Alors, on va finir par des questions. Rapidement, pour les lives, on me pose souvent la question pourquoi il n'y a pas de live ces derniers temps. On fait un live quand on a le sentiment. Est-ce que vous avez eu l'impression ces derniers temps, ça fait 2 semaines, qu'il y a une statistique qui a fait décaler le marché? Quelqu'un a eu cette impression dans la salle? Rien. Il n'y en a pas eu. Et pourtant, on en a eu de belles. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas de live ces derniers temps, parce qu'il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de... Tout ce qu'on a comme chiffres économiques, on les connaît plus ou moins. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de live. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Le jour où j'aurai la sensation qu'il y aura peut-être un décalage, on reprendra les lives. Mais ces 2 dernières semaines, certes, il y a des stades d'importance, mais c'est pas ce qui va permettre d'affiner un peu tout ce qu'on est en train de... tout ce qu'on dit tous les jours. Oui, mais le problème, c'est que je ne peux pas écouter un discours et puis y répondre en même temps, sans compter que c'est un discours qui est en anglais, donc déjà, le temps, après, on va me poser des questions, oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que... Voilà. Non, mais le marché réagit, certes, le marché, en regardant la réaction du marché, je vais me dire, ah, il a peut-être dit ça, pas fort. Je préfère écouter. La rhétorique, quand on étudie tout ce qui est discours d'officiel, la rhétorique, elle est très importante. Et la preuve, vous voyez qu'il y a plein de mouvements erratiques. Et puis ensuite, il y a un mouvement réel qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre le temps d'étudier la rhétorique. C'est pas à chaque mot qu'il va dire qu'il faut réagir. Donc c'est vraiment assez difficile de d'écouter ce qu'il dit et puis de réagir en même temps. Et en général, je pense que depuis le temps, avec tout... Si vous nous suivez avec toutes les indications qu'on donne, il y a quand même quelques termes que vous parvenez à décrypter. Il y a des automatismes à avoir. Quantitative easing 3, vous savez ce qui va se passer. Si on dit qu'il n'y a pas de quantitative easing, mais vous savez ce qui va se passer. Donc c'est ce qui fait qu'il est assez difficile de faire des lives pendant les conférences. On n'écoute pas le discours, on ne connaît pas la rhétorique, on regarde ce que fait le marché il a raison, et il nous dira ce que Bernanke a dit en fait. On ne sait pas s'il dit que tout va bien ou si QE3, mais je pense qu'en ce moment on tend plus vers QE3, si ça sent. Des questions? Monsieur? Le marché
marché Rodol qui est très fluctuant, quelle paire vous privilégiez? Eh ben, on va sur tout simplement un cousin germain de l'eurodoll, le dollar australien. Et là, on se met une MM20 jours, et qu'est-ce qu'on voit? Cassure de MM20, prise d'appui, on monte, 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 on casse, et depuis, MM20 fait résistance. On prend 2 séances de hausse, on chute, on prend 2 séances et demie, on chute, on reprend 2 séances, on chute, etc. C'est l'AUD, c'est propre, c'est net. Et en fait, ça fait une semaine que j'ai des scénarios baissiers sur indice, argent, AUD et autres. Il y a des choses qui baissent. L'or, l'argent ont quand même bien baissé, l'AUD a bien baissé, le NZD a bien baissé, il n'y a que l'euro qui craque. Donc il y a l'AUD qui est en tendance, et puis bah ça quoi. Ça je suis désolé, mais là, vous voulez faire de l'analyse graphique, hein, c'est résistance. Où est-ce qu'on place la résistance? On la place là où il y a le maximum d'impact. Support. Vente en haut, achat en bas, vente en haut, achat en bas, vente en haut, achat en bas, vente en haut, excès, ça c'est un piège. Cassure. Et là, hop, rebelote, achat en bas, vente en haut, achat en bas, vente en haut, achat en bas, vente en haut. Compliqué. Voilà. Donc, bah forcément, là je vous en parle, donc à mon avis, la prochaine fois qu'il attaque l'orange par le haut, par le bas, il en sort. Non, mais en fait, je pense que beaucoup qui Mais dès la deuxième impact, vous allez sur le forum pour regarder les 15 derniers jours de mise à jour, il n'y a personne qui poste dans cette file, je suis absolument tout seul. Et ben, je vous ai posté à chaque fois le graphe quand on était en bas ou en haut d'orange, et je fais... la question c'est à chaque fois, bon bah j'espère que les lecteurs silencieux sont dessus, et de temps en temps il y en a un qui me dit, bah moi ça fait 15 jours, je ne fais que ça. Achat, vente, achat, vente, achat, vente. Voilà, le basique, sympa. Mais moi je pense qu'en fait, actuellement sur l'euro, sur les 2 devises européennes, il y avait quand même de belles opérations à faire, sauf que c'était pas du swing. Je pense que souvent, il y a eu de très belles entrées. On prend 80 points, on sort. J'ai bien la sensation que c'est un marché qui est propice à de l'intraday. En fait, pour faire du swing, c'est assez compliqué. Et je pense que c'est la gourmandise, le fait de vouloir à tout prix participer à un gros mouvement, et je pense souvent à un gros mouvement, tout le monde a envie de jouer la baisse. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on n'avance pas sur l'eurodoll. C'est pareil sur la livre. Bah, c'est tout simplement de la gourmandise. Ouais. Parce que souvent, en intraday, ces derniers temps, c'est des mouvements de 80 points qui sont automatiquement retracés dans la journée. Alors à la limite, il faut faire de l'intraday, être factuel, ne pas se poser de questions. Un support, j'achète, une résistance, je vends, comme fait Patricio sur le forum. Je finis par se dire, bah, je prends des positions swing, à part celui qui est vendeur à 34,80, il n'y a personne qui est content sur l'eurodoll. Bah, tout simplement parce qu'on a envie de faire du swing. Et quand on regarde comme les tendances sont trop chocs, c'est pas évident, il faut faire de l'intraday. Ouais. Et là-dessus, bah après c'est une question de... C'est une question, mais la majorité d'entre vous, vous faites de l'intraday. On essaie de vous mettre au swing, donc c'est peut-être pas la bonne période non plus. Mardi matin, point de short pendant le morning meeting à 11h, 1,3378. Mercredi matin, pendant le morning meeting, short, c'était 33,60 et mercredi ou jeudi, c'était 33,39. J'ai trouvé 3 points hauts, magnifiques, à 10 points des plus hauts à chaque fois, et bah, en fait, c'est comme dit Nadia, quoi. Fallait prendre 60, 60, 70, 60, 70 et basta, et sortir du marché. Parce qu'en fait, à chercher le point haut, bah, je l'aurais. Hein. C'est comme dans... Non, mais ça... Moi, cette semaine, j'ai fait de la plus-value. C'est-à-dire que 2 fois, je suis sorti à 0, 1 fois, je suis sorti tout en bas. Hier, j'étais vendeur d'argent, j'ai pris 50 points. J'étais vendeur de Dow Jones, j'ai pris quand même 240 points en 2 séances entre le plus haut et mon point de sortie. Et sur l'euro, j'avais shorté 33,40, je suis sorti à 32,74 hier soir. Donc en fait, c'est pas lui qui muse, c'est moi, il n'y a pas de problème. Qui continue de monter comme ça en dents de scie, tant qu'il est propre et que les mèches basses et hautes en intraday nous permettent d'avoir des points intéressants, autant qu'en swing, où on va mettre des stops à 0, autant en intraday pour aller chercher 60-70 points.
il peut monter en crabe comme ça en me donnant ce type d'opportunité-là. Je peux continuer de vendre pendant 500 points de hausse, je continuerai de gagner de l'argent jusqu'à un moment, je le tiens en swing. Ça, c'est pas gênant. Mais je suis en train de me... Je sais pas. On verra la semaine prochaine. On a deux figures en fait sur l'euro qui me plaisent pas. Le haut de canal et la MM30, c'est beau, mais il faudra voir si... Il faut un reflux là-dessus, sinon si on passe en lancinant, en fait ce qui me dérange c'est qu'il passe pas franchement. Voilà, donc tant qu'il passe pas franchement, on reste dans l'indécision et il n'y a rien de spécial. Et puis en plus en horaire, il y a une magnifique TEI, une épaule tête épaule inversée qui donne un objectif théorique autour des 1,35, 1,36. Donc quel meilleur moyen que de baisser, que de monter, aller chercher tous les vendeurs pour ensuite s'en prendre une. Voilà. Moi je pense qu'on est dans ce scénario-là. L'important c'est de ne pas y perdre de plume, et puis si à un moment vraiment on sent qu'on n'a pas le bon scénario, on verra nos plans. Mais sur les indices, on pourra dire ce qu'on veut. Moi j'ai shorté 3 fois le Dow Jones, 2 fois j'ai été stoppé à 0, je suis sorti hier soir en gain, qui continue autant qu'il veut, je le tiendrai, je l'aurai, et on prendra 1000 points de baisse dessus. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions, monsieur ? Oui, est-ce que vous regardez les taux 10 ans et si oui, comment vous les utilisez? Je regarde très peu les taux. En fait, je regarde rien. En fait, je passe mon temps à écrire des bêtises sur le forum. Non, concrètement, il y a plusieurs façons de voir le marché. Regarder les taux obligataires, regarder le VIX, regarder le SP500, faire de l'analyse croisée, machin et tout. Moi, je suis pas du tout dans ces trucs-là. Support, résistance, achat en bas, montant au point. C'est le truc le plus basique qu'on puisse faire et en fait, ça fonctionne, mais il faut être factuel. Vous avez un membre sur le forum qui s'appelle M. Lefebvre, sur la file Eurodoll, il ne poste pas beaucoup. Il y a 6 mois, il ne faisait pas de bourse, je crois, 6-9 mois. Pas énormément. Il a bien aimé le support de concept, de support de résistance. Il short, il prend 70 points, il sort, il prend 50 points à la hausse, on est le soir, il est 22h, il dégage. Le lendemain, il arrive, on nous ses résistances, on short, on prend 50 points, on dégage. Ah, un point d'inflexion, je reverse, je passe à l'achat. Et voilà. Et le reste, les taux, la macro, les prévisions moyen terme, long terme, machin, tout ça. Ça va ? Mais oui, si on regarde les taux à 10 ans, plus les taux vont se tendre, plus voilà, sur le marché obligataire, si on regarde l'Italie, l'Espagne, oui, il va y avoir un marché obligataire qui va se tendre et il y aura une corrélation inverse entre la montée des taux et la baisse des marchés. Bien sûr, bien évidemment. C'est des indicateurs supplémentaires, c'est des indicateurs de risque, etc. Je suis désolé, on va pas mettre 15 PC dans la pièce avec le MIB, le SP, les taux directeurs, les taux de chaque pays de la zone. On va regarder et les adjudications, et les niveaux, les seuils obligataires. Enfin bon, on n'en finit plus. Donc j'ai tendance à avoir touché un peu à tout. Il y a des trucs qui me bottent pas du tout, qui m'intéressent pas. Et plus j'avance, plus je reviens à la simplicité. Aujourd'hui, je me dis que le fondamental, tout ça, c'est intéressant. C'est bien pour en discuter avec les amis ou avec les gens. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, moi je trace des traits et j'y applique un money management. Et même quand je me plante, les pertes sont pas énormes, et quand ça part, je pyramidalise et les gains sont exponentiels. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. J'essaye d'avancer vers des techniques de trade pour que chacun vienne y chercher les erreurs que je fais et qu'il ne les commette pas, ou bien les petites subtilités que ça leur amènera. Voilà. Mais après, ouais, chaque personne a son style en fait. De toute façon, quel que soit l'indice qui finit par se traduire dans le marché, ce qui nous intéresse, c'est de voir un peu les cours. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe concrètement à un instant T et que ce soit clair, quoi. Après, voilà, les news ou autres, qu'elles soient sorties ou qu'on spécule dessus, ça viendra. Je dis, quelle que soit la situation de l'économie ou bien des affaires. Oui, on peut avoir une mauvaise économie et monter, on peut avoir une... et inversement. Dernière question ? Je clôture 90% des positions en overweek. Et vu que ça fait 2 semaines qu'on est en conférence, je coupe tous les jeudis soirs et c'est génial parce que tous les vendredis ça monte. Donc en finale, je coupe très bien et ça me va très bien. Et vous voyez,